Bonjour, bienvenue aujourd'hui à ce nouvel épisode du Bolcast, le troisième. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2026 et nous voudrions revenir un petit peu encore sur la guerre en Iran et l'état de l'extrême gauche en France face à cette guerre. Aussi un petit peu, on veut revenir un peu sur le résultat des dernières élections municipales. Donc ça, c'est un peu le cadre de cette émission. Donc peut-être il faut commencer un petit peu par cette guerre. C'est une question qui est beaucoup discutée dans la gauche. Quels sont les objectifs de Trump? Est-ce qu'il a déjà perdu à moitié ou totalement la guerre, etc., quoi. Donc peut-être qu'on peut commencer par là. Oui, moi je suis Roberto, euh, Alexis. Alexis, oui. Donc, euh, donc d'abord, qu'est-ce que cette guerre montre? Parce que la plupart des analyses signalent le manque d'objectifs clairs de la part de Trump. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Je pense au contraire que Trump, il a des objectifs très clairs. Il l'a dit, il l'a répété sur tous les tons. Il veut réduire l'Iran à l'âge de pierre. Alors en tout cas, ça veut dire qu'il veut réduire l'Iran qui depuis des dizaines d'années était récalcitrant face à la domination de l'impérialisme américain. Il veut absolument les mater pour prendre totalement le contrôle de tout le Proche-Orient et pour vraiment lutter d'une façon en enlevant les gants et tout ça pour remettre en selle l'impérialisme américain, quoi. Toute cette période, c'est une période de déclin de l'impérialisme américain qui s'est concrétisé dans la désindustrialisation du pays, la montée de la Chine et la prolétarisation importante dans beaucoup de pays comme le Mexique. Les Américains aujourd'hui, ils n'ont pas la base industrielle pour mener une guerre sérieuse contre la Chine, donc ils doivent se réarmer, ils doivent se réindustrialiser, ils doivent mater tous leurs rivaux et tous leurs ennemis, et c'est dans le cadre de cette stratégie qu'ils ont lancé cette guerre contre l'Iran. C'est la suite logique du Venezuela. La victoire des États-Unis au Venezuela les a encouragés à resserrer encore plus l'étau qui étrangle le Cuba et la Chine, quoi. Donc, voilà. Ouais. Bon, de ce que tu dis, euh, il me semble qu'il découle que la tâche centrale, disons globale pour les révolutionnaires, et à présent, c'est de lutter contre l'impérialisme américain, contre ses efforts pour renforcer son hégémonie, notamment face à la Chine. Et, mais est-ce que cela ne signifie pas de mettre en deuxième plan la lutte contre nos propres impérialistes? Comment concilier ces deux tâches? Oui, alors il y a notamment des gens comme Hello qui vont souvent nous répéter ça. Non, nous on refuse de faire quoi que ce soit face à cette situation parce que nous, on est des internationalistes et donc on lutte d'abord contre notre propre bourgeoisie. Ça, on l'entend à tout bout de champ, notamment de la part de lutte ouvrière et souvent aussi par exemple, de militants du NPAR ou comme ça. Mais franchement, c'est méconnaître la situation qui a résulté de la Deuxième Guerre mondiale, la suprématie écrasante de l'impérialisme américain sur le monde capitaliste tout entier et sur le monde entier pratiquement après la destruction de l'Union soviétique dans les années 90. L'impérialisme français, depuis 1945, il s'inscrit dans cet ordre-là. Il tire tous ses profits. Il a réussi à rétablir son empire colonial, bon, effectivement seulement pendant une quinzaine d'années, d'une façon formelle après la Deuxième Guerre mondiale, mais grâce aux Américains, parce que c'était dans le cadre de l'ordre dominé par les États-Unis. Et aujourd'hui, il est clair que et pourquoi Macron est un tel larbin de Trump, c'est pas parce qu'il adore peut-être comment dire, il est un agent des Américains, c'est simplement parce que l'impérialisme français lui-même est tellement faible qu'il peut encore continuer à piller le monde, etc., avoir sa petite place, dans la mesure où il a sa petite place dans le cadre
de la domination de l'impérialisme américain. Par conséquent, de lutter contre ce système impérialiste, c'est la manière de lutter contre l'impérialisme français qui survit en fait grâce à la survie de l'ordre américain en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Oui, il me semble alors, qu'en conclusion de ça, qu'on ne peut pas nous battre contre nos propres impérialistes sans faire du combat contre l'hégémonie de l'impérialisme américain les centres de notre travail. Tout à fait, oui. Donc, la plupart des analyses, y compris dans l'extrême gauche, signalent aussi que le cessez-le-feu actuel entre Trump et le régime iranien d'un côté, Israël et le Liban de l'autre, même si c'est très précaire, représente en quelque sorte une victoire, même si très partielle, pour l'Iran. Est-ce que tu partages cette analyse, Alexis? Malheureusement non, hein. Ça serait évidemment, nous on se serait réjoui d'une victoire des États-Unis, mais je crois qu'il faut de l'Iran contre les États-Unis bien sûr, mais il faut regarder les choses en face. Simplement au moment où les Américains commençaient à se retrouver à court de missiles et tout ça, ils ont simplement arrêté la guerre pour le temps de pouvoir ramener des porte-avions supplémentaires, des batteries patriotes depuis la Corée du Sud ou autre, de façon manifestement à reprendre l'offensive. Mais tout le problème, c'est que Téhéran, en fait, laisse toute l'initiative aux impérialistes américains, et c'est dans une guerre, c'est ceux qui dictent, ceux qui imposent le rythme des opérations, qui ont l'initiative en fait, et c'est eux qui gagnent à ce petit jeu-là, quoi. Donc voilà. Oui, cela souligne, il me semble, l'importance de la désindustrialisation des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis de 1945. Et maintenant, ils ont eu besoin, en fait d'un répit pour se réarmer. Ouais. Et évidemment, les sionistes aussi, parce que sans les États-Unis, ils ne représentent rien en réalité. Ouais. Mais donc, un article important, récent, c'est important parce que c'est un article sérieux, et publié par Révolution Permanente dans leur nouvelle revue et Les armes de la critique. Il s'affirme dans cet article que, je cite, « La Chine apparaît comme la grande bénéficiaire structurelle du conflit. Dans une logique classique, il s'agit de gagner sans combattre, c'est-à-dire transformer la surextension américaine en ressource stratégique. » Fin de citation. Est-ce que tu es d'accord, Alexis? Moi, c'est paradoxal parce que Révolution Permanente pense que la Chine est un pays capitaliste en voie de devenir un État impérialiste, mais ce genre d'analyse, en fait, ça pourrait être pratiquement repris mot pour mot de discours de Xi Jinping ou de Wang Yi. C'est effectivement ça, l'opinion de la bureaucratie stalinienne chinoise, de ne rien faire, de ne pas défendre le Venezuela, dans la mesure où ils ont joué un rôle dans le conflit en Iran, autant que je sache, même si c'est pas grand-chose, mais ils ont fait pression sur Téhéran pour garder ouvert le détroit d'Ormuz. Ils répètent pratiquement tous les jours, les porte-paroles du gouvernement chinois répètent qu'ils n'ont pas livré d'armes à l'Iran, qu'ils vont pas le faire, et que voilà, ils vont continuer à attendre patiemment, quoi. Mais si l'Iran est réduit en esclavage comme le veut le Trump, c'est les deux principaux producteurs, fournisseurs de pétrole de la Chine qui vont se retrouver totalement sous le contrôle des Américains. Après le Venezuela, c'est l'Iran. Comme par hasard, c'est les deux pays qui fournissaient un tas de pétrole à la Chine. Donc, en réalité, en attendant,
c'est l'impérialisme américain qui se renforce, pendant que la Chine refuse d'utiliser ses propres atouts, parce que il aurait suffi qu'ils disent ben, tant que la guerre existe, on va couper les approvisionnements en terres rares. Il n'y a pas un seul F-35 qui va sortir des lignes de production du complexe militaro-industriel américain si la Chine utilise ses atouts stratégiques. Elle ne l'a pas fait. Et résultat, elle laisse ses alliés diplomatiques un à un se faire descendre par les Américains, et après ils vont se retrouver tout nus. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. Oui, il me semble qu'avec cette politique euh, de confucianisme, d'être vraiment sage, la Chine, en réalité, se trouve de plus en plus encerclée. Le jour où le conflit avec les États-Unis éclatera dans une guerre, elle va se trouver complètement isolée. Oui. Et donc, on passe maintenant plutôt à la France et l'extrême gauche. Donc, les élections municipales du mois dernier ont eu lieu en plein milieu de la guerre. Quel rôle a joué l'opposition à la guerre dans les campagnes des organisations trotskistes d'abord? Ah bah, malheureusement, c'est vite vu, c'est à peu près zéro. Alors que cette guerre, et c'est quand même clair que la guerre est très très impopulaire pour différentes raisons, et je dirais, dans tous les segments de la classe ouvrière et des opprimés dans ce pays. Que ça soit tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur véhicule tous les matins pour aller au boulot, pour amener leurs enfants à l'école ou à la crèche, etc. Que ça soit parce que une bonne partie de la classe ouvrière, notamment dans la banlieue parisienne, est musulmane, et elle comprend instinctivement le lien entre l'oppression des Palestiniens et cette guerre maintenant contre l'Iran, et qui est musulman aussi. Donc évidemment, il y a une forte sympathie pour l'Iran. Donc ça aurait été très facile, ça aurait été absolument nécessaire en fait, d'en faire un point central d'une campagne électorale trotskiste, de chercher à mobiliser les travailleurs et les opprimés dans ce pays pour s'opposer à la guerre, pour les mobiliser du côté de l'Iran. Oui, et ça, en fait, ça détacherait l'extrême gauche, en particulier les organisations trotskistes, que ce soit de nos propres impérialistes représentés par la Macronie, les républicains ou les RN, mais aussi de la gauche réformiste, notamment le PS, et la France insoumise, même le Parti communiste, bien sûr. Absolument, oui. Mais plus largement, qu'est-ce que ces élections ont montré, d'un côté par rapport à la gauche trotskiste, mais aussi vis-à-vis du RN et LFI, à ton avis? Je pense que le résultat de ces élections, ça confirme un petit peu toute l'analyse qu'on fait depuis 2 ou 3 ans dans ce pays, c'est-à-dire que l'extrême droite continue à progresser. C'était pas tellement visible dans les résultats électoraux parce que le RN ne s'est pas présenté partout. Probablement au sénatorial, on verra que des centaines ou des milliers de maires de villages apolitiques, entre guillemets, en fait, auront voté pour des sénateurs du RN, etc., quoi. Donc même sans parler du fait que la Macronie et le centre lui-même devient de plus en plus indistinguable politiquement du RN, en fait, c'est bien l'extrême droite du RN et de Reconquête qui continue à progresser. Il y a un tas de bureaux électoraux bourgeois, par exemple dans le 16e arrondissement, ou Reconquête, donc le Zemmour, quoi, encore, qui se positionne quand même encore à droite du RN, a fait plus de 20%, jusqu'à 28% là-dedans, quoi. Donc la bourgeoisie est en train de prendre clairement sa décision, quoi, de passer totalement à un gouvernement d'extrême droite.
Ces élections représentent un pas en plus dans cette direction. Le centre socialo-macroniste, tout ça, continue à perdre des plumes et à s'effriter. C'est pas parce que ils ont réussi à garder quelques grandes villes que ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Alors, ça c'est une chose, y compris souvent là où ils ont pu sauver leur mairie, le centre macroniste, ça a été grâce au soutien en fait de LFI qui progressait de l'autre côté, quoi. Donc il y a une espèce de, on continue à voir les extrêmes entre guillemets qui progressent, mais surtout l'extrême droite et une progression modeste de LFI, notamment dans les banlieues ouvrières et dans certaines banlieues ouvrières et immigrées. Donc, ouais. Donc ça, je pense, c'est le paysage général un petit peu des grandes évolutions, quoi, au niveau électoral. Ok. Et juste pour être clair, il faut souligner il y a une poignée d'organisations dans ce pays qui prennent le côté de l'Iran dans cette guerre, nous-mêmes évidemment, Révolution permanente, et quelques organisations staliniennes, maoïstes. Aussi les partis communistes révolutionnaires de la tendance grandiste. Mais ça souligne aussi que spécialement pour RP, qui a eu une campagne très réussie, notamment à Saint-Denis, ici en région parisienne, et c'était un vrai gâchis qu'ils n'ont pas fait de la guerre en Iran une question centrale dans leur campagne pour chercher à exacerber les contradictions de LFI. Ouais, ouais. Alors, dans le dernier épisode de Bolcast, nous avons parlé de l'exclusion scandaleuse d'un cortège pro-Iran. Puis la semaine dernière, il y a eu un rassemblement contre la guerre appelé par le Parti des travailleurs, lambertistes, le NPAR et l'Union communiste libertaire. Quelle était la politique dominante à ces rassemblements? Tu étais là, moi je n'étais pas. Oui, tout à fait. Bon, déjà, c'était petit, hein. Ça a été présenté ensuite, notamment par le NPAR, comme un premier pas grandiose, etc. En réalité, ça a été la politique, la continuation de la politique des petits rassemblements qui avait été appelé au début de la guerre, notamment par Femmes, Vie et Liberté, qui grosso modo renvoyait dos à dos les mollahs réactionnaires et l'impérialisme. C'est-à-dire qui refusent clairement d'être pour la victoire de l'Iran dans le conflit, quoi. Ouais. Oui, alors, oui, tu as mentionné, selon le NPR, cette manif était un petit pas en avant. En réalité, pas du tout. C'était encore un pas en arrière pour l'extrême gauche, pour la gauche trotskiste en particulier. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de quand même vraiment scandaleux, c'est que bon, ok, le PT, on connaît sa ligne pacifiste, effectivement. Il y a la lutte ouvrière qui a été invitée à parler, eux aussi, hein, ils renvoient dos à dos les mollahs et les impérialistes. Bon, ça c'est bien connu. Le NPAR sur le fond aussi. Donc, mais ce qui s'est passé à cette manifestation, c'est qu'il y a des groupes, en l'occurrence nous-mêmes et RP, qui avons demandé à prendre la parole. Et on nous a empêchés de prendre la parole derrière différents arguments spécieux, mais en fait, je pense que c'est surtout le PT qui a fait ça, y compris, enfin, ou qui sert peut-être au NPAR pour se dédouaner, mais c'est quelque chose d'assez grave qui s'est passé. Personnellement, je me suis fait menacer par le service d'ordre du PT simplement parce que je vendais un journal pour la défense de l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, ce rassemblement était un nouveau pas en arrière, en fait, pour l'anti-impérialisme dans ce pays, quoi. Voilà. Oui, fin mars, on exclut un cortège pro-Iran. Et 2-3 semaines après, on exclut les trotskistes qui sont pour la défense de l'Iran. Oui, il y a vraiment une cohérence, malheureusement. Oui, malheureusement. Alors, parlons un petit peu de la France insoumise. Parce qu'au tout début de la guerre,
Rima Hassan avait tweeté, je cite, l'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer. C'était très bien de son côté. Ouais. Puis, fin mars, Mélenchon avait lancé aux impérialistes « Rentrez chez vous ». C'est vrai qu'il n'avait pas dit explicitement de quels impérialistes il parlait. Parce que maintenant, face à la mort de deux soldats français de la FINUL au Liban, Mélenchon exige, je cite, « La France doit autoriser la riposte de ces militaires quand ils sont agressés, quel que soit l'agresseur. » Fin de citation. Il s'agit évidemment d'un appel à peine voilé pour que les soldats français prennent part au combat contre le Hezbollah du côté des sionistes. Mais d'abord, comment expliquer ces incohérences de la part de la France insoumise, Alexis? Mais c'est un petit peu toute la politique de la France insoumise qu'on voit là. D'un côté, ce sont des républicains bourgeois qui cherchent par tous les moyens et qui supplient le PS, toutes les ordures sionistes type, comment il s'appelle, Glucksmann et ce genre de gens, de les réintégrer dans l'arc républicain, de montrer leur respectabilité et leur soutien inconditionnel à l'impérialisme français dans toutes ses opérations à l'étranger. Et de l'autre, il y a des déclarations de Rima Hassan ou occasionnellement de Mélenchon qui disent exactement le contraire en fait. Donc Mélenchon à la fois montre sa loyauté vis-à-vis de la bourgeoisie et de l'autre cherche à se faire une réputation parmi les travailleurs. Et c'est nous, ce qu'on pense, c'est que il faut bien regarder cette contradiction. De simplement dénoncer les mélenchonistes comme une bande de chauvins bourgeois français, ça ne fera pas oublier aux travailleurs du 9-3 que Mélenchon a pris des positions pour la Palestine et a même fait des déclarations, comme tu disais, quoi, que l'Iran est en état de légitime défense. C'est ça que les gens veulent retenir. Après, ils vont dire oui, c'est vrai qu'ils ont dit autre chose, mais je veux retenir ça particulièrement. C'est bien logique. Donc il faut s'adresser pour essayer de construire en fait une alternative prolétarienne révolutionnaire aux mélenchonistes dont l'influence a augmenté dans les quartiers. Il faut s'adresser à cette face gauche de Mélenchon. Il faut chercher à utiliser les contradictions qui sont vraiment béantes, d'autant plus sur cette guerre. C'est tellement évident quoi, que d'un côté, il veut que les soldats français, quand il dit, c'était dimanche dernier, il a déclaré solennellement place de la République que s'il était président, les soldats français auraient riposté quand ils se sont fait descendre là dans le sud Liban, quoi. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ça montrait vraiment le rôle de la FINUL et de l'ONU. Ils étaient là en train de faire du déminage pour préparer la prochaine phase de l'occupation israélienne, quoi, le jour où Trump et Netanyahou ont décidé qu'ils sont prêts à reprendre les combats, quoi. Il me semble que Rima Hassan ne consulte pas ce tweet avec Bompard ou Mélenchon en avance. Il faut vraiment chercher à exacerber ce genre de contradictions chez Lévy. Mais pour en finir, bon, on a vu que la tâche centrale globale des révolutionnaires est de combattre les efforts des impérialistes américains pour renforcer leur hégémonie mondiale. Mais dans ce cadre, tu vois, ça reste un peu trop large, un peu trop abstrait. Dans ce cadre, quelles sont nos tâches plus concrètement en France? Je parle des révolutionnaires en général, pas seulement de nous, militants de la Ligue trotskiste. Il s'agit justement de construire donc un pôle révolutionnaire. Comment le faire? C'est en montrant que il y a une alternative aux
mélanchonisme, quoi. Et c'est pas ça qui s'est exprimé déjà. Par exemple, on le voit dans la campagne des municipales. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure à propos de l'Iran, mais on peut voir que Hello, ils avaient simplement une campagne de témoignage. Ils demandaient sur le fond qu'ils avaient rien à proposer, quoi. Sinon, qu'il fallait garder la flamme vivante pour le jour où la situation changera et on pourra lutter pour le communisme. Sur le fond, le NPAR a une politique assez similaire. Ils ont dit simplement, ils ont dit, ouais, les institutions, de toute façon, on va arriver à rien avec ça. Donc, voilà, donc eux aussi, sur le fond, politiquement, ça revenait à une candidature de témoignage. Donc, c'est pas avec ça on va commencer à pouvoir construire une mobilisation qui soit indépendante du courant bourgeois dominant dans la classe ouvrière, c'est-à-dire le mélanchonisme, en fait. Oui, et aussi, la situation devient de toute évidence de plus en plus instable. On voit l'inflation, le prix du carburant, etc. Et toute la situation devient de plus en plus instable. L'impérialisme français est de plus en plus affaibli. Et les attaques, la situation va devenir de plus en plus difficile pour les travailleurs. C'est nous qui vont payer les frais. Ouais. Donc, et c'est important quand même de mettre le mouvement ouvrier en position défensive, Ouais. c'est-à-dire les genres des titulaires des journaux, le mot d'ordre de l'extrême gauche, il faut renverser le capitalisme, ça n'a aucune réalité à présent, surtout quand on n'est même pas capable de prendre les côtés de l'Iran. Qu'est-ce tout que à tu fait, penses? oui, absolument. Ouais. C'est sûr que les travailleurs vont dire, bon, ils sont bien gentils, ceux-là, ouais, moi aussi je suis pour le socialisme, je suis pour tout ce que vous voulez pour le communisme, mais en attendant, moi j'arrive pas à filer à bouffer à mes gosses, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et malheureusement, l'extrême gauche s'est pas positionnée de ce point de vue-là, quoi, y compris comment dire, les discours grandiloquents sur le fait que la Chine et l'Iran sont en train de gagner dans ce conflit. En fait, ça nous aide pas à voir la réalité en face, nous mettre en position défensive et tout ça. On le voit comment dire, quand on regarde la politique à grande échelle, etc. Mais on le voit ensuite dans chaque entreprise, c'est la même chose. C'est pas l'heure de faire des appels, de proclamer que bientôt il va falloir faire une grève générale, etc. Aujourd'hui, les syndicats sont dans un état pitoyable. Et il s'agit de les reconstruire patiemment en essayant même de regagner les travailleurs à l'idée que les communistes, que même simplement les syndicats en tant que tels peuvent les défendre, quoi. Bon, on a eu le premier épisode du Bolcast, bon, on parlait, je pense, un petit peu de tout ça, à propos d'une petite grève à la SNCF, qui, je pense, ça montrait un peu en microcosme un petit peu la situation générale dans le pays à laquelle font face les travailleurs, quoi. Oui, il me semble que dans la mesure où l'extrême gauche et la gauche trotskiste en France en particulier est incapable de reconnaître que la tâche centrale, c'est de combattre les efforts de l'impérialisme américain pour se renforcer, pour renforcer son hégémonie mondiale et de traduire cela dans des tâches plus concrètes pour le mouvement ouvrier en France. Et le résultat, c'est qu'on se trouve de plus en plus isolé, de plus en plus comme des hommes de Mars qui parlent de renverser le capitalisme, mais dans l'abstrait, dans le vide, sans aucun point d'appui. Oui, dans ce cadre-là, effectivement, les mélanchonistes ou même des bureaucrates syndicaux réformistes peuvent avoir l'air plus réalistes, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. Mais c'est eux-mêmes qui paralysent les luttes, quoi. Donc, qui nous mènent à de nouvelles défaites. Bon, et pour moi, c'est tout. Je ne sais pas si tu as une autre remarque. Je ne sais pas, peut-être on peut encore dire quelques mots sur l'Iran, quoi, parce que, et notamment, on pourrait peut-être s'adresser à Révolution Permanente sur cette question, parce que ce groupe-là, bon,
Évidemment, au deuxième tour, ils ont exprimé leur compréhension que pour ceux qui votaient pour LFI, leur campagne était vraiment, c'était la plus réussie de l'extrême gauche, ça c'est sûr, mais ils étaient quand même, ils ont fait dans une grande mesure leur campagne sur des thèmes qui étaient critiques de LFI, mais en même temps un petit peu sur le même terrain, quoi. Et je crois que ce qui manquait dans leur perspective, c'était de chercher à aiguiser les contradictions de LFI. On peut le voir maintenant aussi, parce que par exemple, bon, maintenant, bon, LFI, par exemple, tout le monde sait, ils dirigent l'une des plus grosses mairies de région parisienne, à Saint-Denis. Ils ont un maire LFI et tout. Et RP a notamment, RP a réussi, grâce à sa bonne campagne, en fait, à avoir des conseillers municipaux. Et la première réunion du conseil municipal, ils ont fait tout un sac sur le fait que Bagayoko allait avoir 10 000 euros de frais de représentation et qu'il allait se payer un nouveau costume avec ça et tout. Bon, mais au lieu de ça, il nous semble que la manière de travailler un peu les contradictions de LFI, c'est pas ce genre de choses. Mais, enfin, ce qu'il faudrait beaucoup plus essayer de faire, c'est par exemple, de soulever pourquoi Bagayoko ne fait pas une campagne pour ramasser du fric pour l'Iran, organiser une flottille pour aider le peuple iranien étranglé par les impérialistes américains et leurs sbires français qui sont de l'autre côté du Golfe avec leurs rafales et tout ça. C'est comme ça qu'on pourrait montrer, et ça, enfin, à Saint-Denis, il y a des milliers de gens sûrement qui seraient prêts à donner pas mal de fric et à faire quelque chose, quoi. Mais c'est comme ça qu'on pourrait montrer un peu qu'est-ce qu'il en est véritablement de la politique de LFI, tout en cherchant à trouver des moyens pour mobiliser la classe ouvrière concrètement contre la guerre impérialiste, quoi. Oui, tout à fait. Pardon. Il me semble, bon, euh, les conseillers municipaux de RP ont eu raison de voter contre Le on budget, vote ouais, contre bien le sûr. budget, Ouais, bien oui, sûr. tout à fait. Bien sûr. Ouais. C'est une question de principe, bien sûr. Mais c'est pas sur ce genre de questions qu'on va arriver à polariser la France insoumise elle-même, à polariser les mouvements, comment on lutte contre l'inflation, comment on lutte contre l'augmentation astronomique du prix du carburant. Bah, c'est facile, il faut défendre l'Iran, il faut Ouais. s'opposer aux impérialistes américains et aux sionistes et montrer les contradictions de la France insoumise, même juste appeler pour un rassemblement clairement en défense de l'Iran à Saint-Denis ou ailleurs Ouais. dans le 9-3 ou à Paris. Voilà, c'est le genre d'action qui pourrait faire avancer le mouvement. Ouais, voilà. Donc là, je crois que la balle est un peu dans le camp de l'extrême gauche. Il faut se ressaisir, comprendre un peu la situation défensive dans laquelle on est, prendre un côté dans cette guerre et commencer à chercher à mobiliser le prolétariat d'une façon indépendante, quoi. Et ça va être modeste parce qu'on est dans une situation difficile qui s'aggrave, mais il n'y a pas de raccourci à ça. Voilà. Bon, merci. À bientôt. On vous dit à bientôt au prochain épisode.